Bonjour à tous, bienvenue dans Parlementaire sur LCP, 14h, 16h30, 2h30 entièrement consacrées au Parlement et aux travaux de l'Assemblée. Dans un instant, c'est le JT, toute l'info politique. Ensuite, l'écho des lois. Rim Benhammer s'intéresse à la haine raciale et à la loi Plévin de 72. 40 ans après son adoption, est-elle toujours d'actualité? Est-elle bien adaptée? Les dérives d'Internet sont-elles assez prises en compte? Que faut-il changer? Vous entendrez plusieurs témoignages, dont celui de Robert Badinter. Juste après l'écho des lois, en séance, vous retrouverez Marisol Touraine devant la Commission des Affaires sociales. La ministre de la Santé est venue détailler sa réforme des retraites, première réforme pour un gouvernement de gauche sur ce sujet. Tout de suite, on commence avec les titres du JT. Angela Merkel triomphe aux élections législatives. La chancelière a été réélue hier pour un troisième mandat. Elle doit maintenant former sa grande coalition. Le gouvernement dévoile sa stratégie nationale en matière de santé. Mesure emblématique, la généralisation du tiers payant chez le médecin en 2017. Semaine de journée parlementaire. Les socialistes sont réunis pour 2 jours à Bordeaux. Les députés de droite se retrouvent demain à l'Assemblée. Suivront les écologistes, les radicaux de gauche, les communistes et l'UDI. Avec plus de 41% des suffrages, Angela Merkel a été reconduite pour un troisième mandat à la tête du gouvernement allemand. La chancelière, qui rate de peu la majorité absolue, se cherche un partenaire chez les sociodémocrates ou chez les Verts. Katia Gilder. Triomphante, Angela Merkel. À 59 ans, la chancelière allemande enchaîne un troisième mandat. Le score de son parti est historique, 41,5% des voix pour la CDU, le meilleur résultat depuis la réunification allemande. Ovationnée par ses supporters, la femme la plus populaire d'Allemagne remercie tous ceux qui ont voté pour elle. Ensemble, nous allons tout faire au cours des 4 prochaines années pour que l'Allemagne connaisse un réel succès. Pour les sociodémocrates du SPD, c'est un nouvel échec. À peine 25,7% des voix pour le deuxième parti allemand, victime de sa mauvaise campagne. La situation est très confuse. Le SPD ferait bien de ne pas spéculer sur sa présence au futur gouvernement. La balle est dans le camp de Mme Merkel. C'est à elle de réunir une majorité. Appel bien reçu, la chancelière reconduite, qui n'a pas la majorité absolue, doit trouver des alliés pour gouverner. Scénario le plus probable, une coalition avec les sociodémocrates, comme en 2005-2009, sous le premier gouvernement Merkel. Évoquer aussi une alliance avec les Verts. Angela Merkel aurait alors les coups des franges pour négocier avec le parti, arrivé 4e de ces élections. Avec moins de 5% des voix, les libéraux du FDP, qui gouvernaient jusqu'alors avec la CDU, ont été exclus du Bundestag, du jamais vu depuis l'après-guerre. Odile Benyaya-Quider, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste de l'Allemagne et auteur de ce livre, L'Allemagne paiera, aux éditions Fayard. Alors, comment vous expliquez-vous cette victoire écrasante d'Angela Merkel pour un troisième mandat, elle qui tient quand même l'Allemagne d'une main de fer ? Elle paraît très rassurante pour les électeurs allemands. C'est vrai que c'est le seul pays quand même qui a traversé... Maman, hein. Il l'appelle Mouti et c'est le seul pays qui a traversé la crise européenne sans avoir ni d'augmentation de chômage, ni de forte récession, ni de problèmes budgétaires. Donc tout logiquement, les Allemands se sont portés vers elle, mais avec beaucoup plus de voix que ce qu'on attendait. Alors, elle va devoir aujourd'hui former une grande coalition. Avec qui va-t-elle s'allier selon vous? Le SPD qui a fait un très bon score ou les Verts? Alors, ça va dépendre entièrement des négociations qui peuvent durer très longtemps. La moyenne, c'est 37 jours. Et pour la première coalition de 2005, ça a duré 67 jours. Le problème du SPD, si vous voulez, c'est que lors de la première coalition, ils ont très bien travaillé ensemble entre 2005 et 2009. Mais au moment des élections de 2009, le SPD a été finalement a perdu les élections en atterrissant à 23%, ce qui est encore pire qu'aujourd'hui. Donc la question, c'est est-ce qu'ils ont vraiment envie d'aller faire une grande coalition avec Angela Merkel, ou est-ce qu'ils ont peur d'être complètement détruits à nouveau par cette coalition et préfèrent-ils rester dans l'opposition? Une alliance avec le SPD, donc avec la gauche, nous paraît compliquée en France. Vous savez que les cohabitations sont toujours difficiles. Pourquoi c'est plus facile en Allemagne? Tout simplement parce que ce n'est pas du tout un système majoritaire comme en France, ce n'est pas un système présidentiel, c'est un système parlementaire qui induit des coalitions. Il y a toujours eu, sauf en 1957 avec Konrad Adenauer, toujours eu des coalitions. Et même si Angela Merkel avait obtenu ses 2 ou 3 sièges de plus, elle aurait été
en quelque sorte en coalition avec la CSU, qui est donc le parti frère bavarois. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en cas d'alliance avec le SPD, l'Allemagne va infléchir sa politique européenne ? Elle sera un peu obligée d'infléchir, en tout cas dans le ton, parce que ce qui a été peut-être le plus durement vécu par les pays du Sud et par la France aussi, c'est un peu le ton d'institutrice de Mouty, qui dit finalement, vous ne faites pas bien vos devoirs, vous devez revoir vos réformes, etc. Vous devez appliquer la règle d'or. En revanche, je ne pense pas que ça change essentiellement beaucoup de choses sur le fond, parce que le SPD n'est pas non plus considéré comme un parti laxiste sur le plan budgétaire. Et puis elle apparaît toute puissante avec cette victoire en Europe. Ça va faire quand même de l'ombre à François Hollande ou pas ? Oui, ça va être un peu plus compliqué pour lui de lui dire non, moi je préfère faire une politique keynésienne, je voudrais que vous mettiez plus d'argent dans les infrastructures, que vous augmentiez considérablement les salaires, que vous donniez le SMIC à tout le monde. Il va avoir quand même du mal à imposer ses vues. On a vu aussi dans ce scrutin, il y a la montée des eurosceptiques. Est-ce que ça peut influencer la politique d'Angela Merkel ? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'Angela Merkel a fait une campagne très au centre. Donc, elle a pris une partie de l'électorat du SPD et sur sa droite, elle avait le FDP qui n'est pas rentré dans le Parlement. Et finalement, c'est assez naturellement que la frange la plus conservatrice, celle qui est un peu eurosceptique, se retrouve dans ce nouveau parti qui s'appelle donc l'AfD, Alternative für Deutschland, et qui réunit des professeurs d'économie et 70% de chrétiens démocrates, finalement. Elle a à sa droite maintenant un parti qu'elle n'avait pas, alors que l'UMP en France a le Front National, comme le SPD a à sa gauche Die Linke. Et en fait, quand on dit tout est de la faute de Steinbrück, là je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse, parce que il ne peut pas remonter la pente tant qu'il y a ce parti à sa gauche. Il a deux concurrents, les Verts et le parti de gauche. Donc il ne peut pas avoir des scores aussi importants qu'avant. Peut-être un mot sur les relations entre François Hollande et Angela Merkel. Il y a quelques mois, François Hollande parlait de tensions amicales. Comment vous analysez ça, vous ? C'est toujours la même chose entre les chanceliers allemands et les présidents français. Depuis les bonnes relations entre Mitterrand et Kohl et Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt, on a toujours eu des tensions amicales au début des deux mandats. Ça a été pareil au début de Jacques Chirac et de Gerhard Schröder, il ne faut pas l'oublier. Le traité de Nice a été quand même très difficile. Ensuite, ça a été pas si facile que ça entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Et donc, on a vécu cette période. Et j'imagine que maintenant va démarrer une nouvelle période entre François Hollande et Angela Merkel, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix ni l'un ni l'autre. Merci Odile Benyaya-Kouider, spécialiste de l'Allemagne et puis auteur de ce livre, L'Allemagne paiera, voyage au pays d'Angela, aux éditions Fayard. On poursuit ce journal avec le médecin. On va pouvoir y aller bientôt sans débourser un centime. C'est en tout cas le cœur de la stratégie de santé dévoilée ce matin par Marisol Touraine. Un meilleur accès aux soins par la généralisation du tiers payant. Autre priorité de la ministre, améliorer la qualité des mutuelles ou lutter contre les déserts médicaux. Le détail avec Marion Lefebvre. Généraliser le tiers payant aux visites chez le médecin. La mesure est emblématique, fer de lance de la stratégie pour la santé de Marisol Touraine. Elle doit permettre un meilleur accès aux soins. En 2017, le patient n'aura plus à avancer la consultation chez les médecins qui ne pratiquent pas les dépassements d'honoraires, comme c'est déjà le cas à la pharmacie. La sécurité sociale et les complémentaires rembourseront directement le médecin. Le tiers payant est déjà appliqué pour les consultations des bénéficiaires de l'AME et de la CMUC. La ministre de la Santé a par ailleurs annoncé la création de 300 maisons de santé avec un salaire minimum pour les médecins qui s'y installent. La prévention sera une priorité, ainsi que la médecine de parcours. Le dossier médical personnalisé sera relancé. Marisol Touraine présentera sa loi sur la stratégie nationale de santé en 2014. Dans l'actualité également, les journées parlementaires. Les différents groupes se réunissent en majorité cette semaine. C'est le PS qui ouvre le bal aujourd'hui, avant l'UMP demain. La fiscalité devrait être un thème largement abordé par les socialistes à Bordeaux. Mais tous auront en ligne de mire les municipales. Germain Andrieux nous détaille le programme. Chacun son programme et surtout ses débats internes à régler avant la reprise de la session ordinaire à l'Assemblée. Bordeaux tout d'abord, aujourd'hui et demain avec l'objectif pour les socialistes d'apaiser les doutes des parlementaires sur la politique du gouvernement, notamment sur le dossier fiscal. Autre groupe à rassurer, les écologistes réunis le 25 et le 26 septembre à Angers. Après l'annonce vendredi dernier d'une contribution énergie-climat par François Hollande, sénateurs et députés écologistes devront trancher si oui ou non
ils voteront le budget. Jean-Marc Ayrault ira à leur rencontre le mercredi soir. Bordeaux, Angers et Lyon pour Claude Barthelone qui devrait rencontrer les radicaux de gauche le mercredi ou le jeudi. Quant aux communistes, ils se retrouveront le 25 et le 26 septembre à Auray, en Bretagne. Du côté de l'opposition, une seule journée demain à Paris pour l'UMP. Après la polémique de François Fillon sur le Front National, les parlementaires espèrent l'unité et la mobilisation pour les élections municipales. Jean-Louis Borloo réunit ses troupes la semaine suivante le lundi 30 à Vincennes. Le patron de l'UDI souhaite désormais tendre la main à François Bayrou, mais à une condition, qu'il rejoigne clairement l'opposition. C'est donc à Bordeaux pour 2 jours que se retrouvent les socialistes pour leur journée parlementaire. Le PS aura à cœur de ressouder sa majorité avant les municipales, alors que des voix discordantes se font entendre sur le non-cumul des mandats ou encore le pouvoir d'achat. Johan Rela. La semaine dernière, une initiative loin de passer inaperçue. Après leur appel pour une CSG progressive, la réunion de 70 députés de la majorité, bien décidés à se faire entendre du gouvernement. Les députés ne sont pas des collaborateurs du président de la République, nous ne sommes pas des chargés de mission à son cabinet. Historiquement d'ailleurs, on a fait la Révolution française pour que les représentants de la nation puissent consentir à l'impôt. On veut une autre méthode de travail. On veut clairement une autre méthode de travail. Ça ne marchera pas avec des députés godillots, avec zéro idée et qui ne sont pas des ambassadeurs. Qu'on se le dise, une partie des parlementaires socialistes profitera de son escapade à Bordeaux pour donner de la voix sur la fiscalité. Après les couacs sur la pause fiscale et la campagne très offensive de l'UMP qui parle de matraquage, il n'y aura pas de pause fiscale en 2014. La majorité souhaiterait une initiative parlementaire pour reprendre la main. L'exécutif, lui, préfère ménager le suspense sur l'éventualité d'une mesure surprise pour 2014. Les parlementaires feront des propositions, ce qui me paraît tout à fait normal, et on aura un dialogue. Naturellement, ça se fera à pression fiscale constante, donc il faudra qu'il y ait des substitutions. Il y a des marges de manœuvre, forcément, et ce n'est pas à prendre ou à laisser. Reste le déroulé de l'événement. La première journée de rencontre avec le gouvernement se jouera à l'abri des regards. Rien de bien anormal pour le porte-parole du PS, David Assouline. Un orchestre s'accorde toujours à huis clos. On accorde nos violons trop souvent, les socialistes, parce qu'ils sont, disons, avec cet amour de la liberté, pensent que tel ou tel instrument joué dans son coin peut donner une bonne résonance. Eh bien non, dans la symphonie, il faut que l'orchestre joue ensemble. Alors, quelle symphonie et surtout quelle partition pour les parlementaires? S'ils se murmurent qu'ils pourraient proposer des mesures comme un coup de pouce à la prime pour l'emploi, difficile d'imaginer ce séminaire de cadrage sans une séance de recadrage, une semaine à peine après la fronde des sénateurs sur le cumul des mandats. Ce matin, la gauche a lancé une pétition justement pour soutenir le pouvoir d'achat. Site internet, page Facebook, tout est bon pour défendre le porte-monnaie des Français les plus modestes. Et leur emblème, vous le voyez, un cochon tirelire marqué du sigle de l'euro. La présidence d'Europe Écologie Les Verts devrait être discutée aux journées parlementaires des écologistes à Angers. Pascal Durand, le secrétaire national, a annoncé au cadre de son parti ce week-end qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat en novembre prochain. Et il a été vivement critiqué la semaine dernière pour l'ultimatum lancé à François Hollande sur la transition énergétique. Pascal Durand s'exprimera d'ici la fin de la semaine. C'est la fin de ce JT. Merci de votre attention. Tout de suite, l'écho des lois. Cette semaine, Rim Benhammer s'est intéressé à la loi Plévin de 72 qui réprime l'incitation à la haine raciale et les propos racistes. 40 ans après son adoption, est-elle toujours d'actualité? Est-elle adaptée à la nouvelle donne Internet? Est-elle bien appliquée, bien utilisée? Notre journaliste est allé à la rencontre d'associations antiracistes, de victimes, mais aussi de détracteurs de la loi. Les points de vue s'opposent. Vous entendrez celui de Robert Badinter qui a donné une interview à Rim Benhammer. Tout de suite, l'écho des lois.